Il s'était arrêté comme on cesse de marcher devant une fenêtre ouverte sur un paysage qu'on croit reconnaître mais qui, pour un instant, n'est plus tout à fait le même. Le lit assujetti était exactement ce que le nom promettait, un espace suspendu, un rectangle de planches polies et de vieux draps qui flottaient dans la salle comme une île domestique. La lumière qui tombait par la lucarne le découpait en une géographie de taches et de creux, elle révélait les fibres, les coutures, l'usure des coussins. Là, Dejo et Apolline avaient arrêté leur marche, ils étaient restés debout, l'un en face de l'autre, et le monde, autour, avait retenu sa respiration. Dejo tenait à ressentir le lieu. Il portait encore la poussière d'un chemin qui n'avait pas de nom et la température de l'air sur sa peau. Il se tenait droit, les épaules calmes, comme si la pièce ne l'affectait que par des pressentiments tactiles. Apolline, elle, avait posé la main sur le bord du matelas, comme pour en lire l'épaisseur ou l'histoire. Elle parlait tout le temps avec la lenteur d'un commentaire scientifique qui devient poème, ses phrases étaient des voiles, cryptiques mais savamment ourlées d'érudition. La porte s'était ouverte doucement, comme si quelqu'un avait décidé que le dehors devait entrer sans bruit. Al-Kamil était arrivé avec l'évidence d'un automne. Il n'avait pas cherché à troubler, il marchait de cette façon qui laisse penser que rien, dans sa présence, n'a besoin d'être expliqué. Pourtant, au moment même où il passa le seuil, le décor se mit à changer. Ce n'était pas un changement de décor à la manière d'un décor de théâtre, c'était une altération silencieuse des proportions, comme si chaque objet avait repris la place qui lui était due à l'intérieur d'une logique différente. Il posa une chose au centre de la pièce. On ne sut pas exactement quand il l'avait prise ni d'où elle venait, peut-être l'avait-il tenue invisible, peut-être l'avait-il faite naître à main nue. C'était un bouclier, d'un matériau que les mots peinaient à nommer, il était transparent comme l'air et pourtant dense, poli comme du verre et doux comme la peau d'un fruit. Il se tenait debout, vertical, comme une paroi, et au milieu de sa surface une inscription brillait en lettres d'argent, AC. Les lettres ne clignotaient pas. Elles luisaient d'une clarté contenue, non agressive, comme si le mot lui-même respirait avec retenue. La première fois qu'Apolline le vit, son visage se fit plus fin, et elle émit une exclamation que l'on aurait dit étudiée. Elle approcha la main, sans la poser, et parla comme si elle commentait à voix haute une note marginale d'un traité que personne n'avait jamais achevé. Assez, dit-elle, et la syllabe s'étira comme une question qui saurait déjà la réponse. Assez, et voilà la mesure qui se pose entre le vouloir et le possible. Assez, ce mot est une balance, expliqua-t-elle avec la précision d'une universitaire qui cite une phrase latine sans la dire tout à fait. Il n'abolit ni le désir ni la nécessité, il les circonscrit distance. Il est la main que l'on tend pour recevoir et la clôture que l'on érige pour préserver la langue. Dejo n'aimait pas trop ces discours où le monde se faisait objet d'étude. Il restait silencieux, mais son silence n'était pas passif, il accumulait. Il regardait le bouclier comme on écoute un bruit dont on n'est pas sûr d'être la source. Ses doigts effleurèrent l'air où les lettres semblaient flotter, et il sentit, à travers la transparence, un tiraillement, comme si le mot assez avait une force de rappel, un poids qui revenait vers le cœur. Al-Kamil ne dit rien. Il posa le regard tour à tour sur Apolline et Dejo, puis sur l'inscription. Il ne parla pas, et pourtant sa présence formulait une proposition. Ce geste, de ne pas parler et de montrer, fut plus précis que n'importe quel discours. Il ne proposait pas un choix unique, il plantait une règle à partir de laquelle toute conséquence serait mesurée. Le compromis était posé, non comme une reddition, mais comme une condition nécessaire à la suite. Le bouclier changea l'air de la pièce. La poussière, qui jusque-là avait flotté en atomes capricieux, s'ordonna en fine poussière qui dansait doucement autour de la lame translucide, comme des derviches respectueux. Le bruit de la ville, au dehors, fut peu à peu ralenti, on entendait moins les moteurs, comme si la vitre elle-même venait d'adopter le rythme du mot. À l'intérieur, les objets semblaient prendre un peu d'âge, ou peut-être d'importance, l'horloge sur la cheminée retarda son tic-tac d'une pulsation. Apolline fit le tour du bouclier. Son pas était une méthode. Elle observait, murmura, et chaque phrase était une hypothèse à vérifier par l'expérience. Elle parlait parfois en noms anciens, parfois en images, ceci est une naissance de protection, dit-elle, ni difficile, ni douce, mais une limite. Comme un portique qui refuse le passage sans accorder l'accueil. Sa voix restait acérée d'érudition et tendre d'aventure, elle aimait comprendre ce que le monde refusait de dire. Dejo la regardait, et son regard créait des réponses qui n'avaient pas besoin de mots. Il caressait le rebord du matelas, sentait la fibre et l'empreinte.
Il avait appris, au fil des chemins, que sentir un lieu c'était entendre ses mensurations, la chaleur, l'humidité, la mémoire des pas. Le bouclier modifiait ses mensurations, il ramenait tout vers une mesure médiane. Dejo pensa au mot suffisamment, à la différence entre l'indispensable et l'excessif. Il pensa aux fois où un geste trop large avait cassé l'équilibre. Il n'y a pas de verbe avec ce mot, dit-il enfin, dans un ton simple et sans emphase, comme s'il donnait une indication de direction plutôt qu'une leçon. On le pose, on le trouve. On en subit parfois la pointe. Il suffit. Sa phrase était courte. Apolline l'entendit comme une note qui venait amidonner sa propre réflexion. Elle répondit en tournant une phrase, comme on tourne une carte entre les doigts. Suffire, dit-elle. Suffire implique un sujet et un objet, assez est la voie de la mesure entre eux, répliqua-t-elle. Il est ce point où les désirs et les limites signent un contrat. Mais quel contrat, demanda-t-elle, et pour qui? Le compromis peut être porte, ou prison. La même main qui pose une barrière peut aussi tendre la corde qui soutient. Alcamil fit un pas, et sans geste inutile il leva la paume vers la surface du bouclier. L'air vibra faiblement. Le mot assez pulsa, comme pour affirmer sa nature de règle vivante. Il était plus qu'une indication, il avait l'évidence d'une loi pratique. Ceux qui approchaient le bouclier pouvaient sentir une légère résistance dans leurs pensées, une retenue interne qui leur rappelait les conséquences d'un geste porté trop loin. Autour d'eux, le lit sujet devint un lieu de pesée. Les souvenirs qui avaient habité cette île se mirent à flotter vers la lame, une lettre écrite et jamais envoyée, le parfum de la maison d'enfance d'Apolline, un rire de Dejo laissé suspendu. Les mémoires touchaient la surface et s'y appuyaient, mais elles ne la traversaient pas. Elles étaient mises à l'échelle par le mot. Les choses qu'on croyait inépuisables se trouvèrent limitées, les petites nécessités prirent de l'épaisseur. Apolline passa la main derrière son oreille, comme pour dégager une idée embrouillée. Sa voix prit une teinte différente, plus douce et plus aiguë, comme celle d'une personne qui a devant elle une énigme à laquelle elle tient. Le compromis, dit-elle, est un savoir-faire, une diplomatie qui enseigne aux âmes à se reconnaître ennemis et alliés à la fois. Il est un artisanat social. Il exige de renoncer, mais pas toujours aux mêmes choses, il exige parfois de scinder le désir en portions qui peuvent voyager sans se déchirer. Je me demande, dit-elle ensuite en regardant Dejo, si tu sens, comme moi, que ce mot a le goût d'une roue qui commence de tourner. Dejo sourit, très légèrement, parce que le sourire, pour lui, n'avait pas besoin de décoration verbale. Sa réponse prit la forme d'un petit geste, il retira sa main du matelas et la posa sur le bord du bouclier, sans le toucher, les doigts à 1 centimètre de la surface. À travers l'air, il sentit un frisson, comme si l'inscription tirait une minuscule précision de son corps, une clarification. Je sens qu'on doit choisir ce qu'on lâche, dit-il enfin. Et aussi, ce qu'on accroche. Parfois, on tient par habitude. Parfois, on tient parce que le reste est plus dur. Alcamil hocha la tête, lentement, comme si la confirmation de Dejo ne faisait que compléter une démonstration qu'il avait déjà menée. Il n'avait pas besoin de plus. Il comprenait que son geste, ce don silencieux du bouclier, avait été reçu. Le compromis, matérialisé en assez, venait d'établir une condition, pour continuer, il faudrait désormais accepter une mesure. Le bouclier, pourtant, n'était pas seulement une barrière. Il était aussi miroir. Par moments, la surface semblait réfléchir les deux voyageurs, mais pas tels qu'ils étaient, elle renvoyait l'image d'eux-mêmes avec une douce correction, la courbure d'un défaut, la mise à distance d'une douleur. Face à cette image, Apolline se pencha et, comme à la lecture d'un palimpseste, trouva des vers qu'elle n'avait pas écrits. « Nous sommes les lecteurs et les manuscrits », murmura-t-elle. Chaque compromis nous réécrit un peu. Alors, dans cette pièce qui avait arrêté son temps, un dialogue sans voix commença entre le bouclier et les deux. Il n'était pas hostile, il s'instituait comme une règle qui, si elle était acceptée, permettrait la traversée suivante. Mais un mot, voire un arbre ou une ville, portait des résonances. Les lettres d'argent, assez, gardaient leur lueur comme un écho. Derrière eux, la porte se referma avec la délicatesse d'une décision qui se prend. La lumière continua de découper le lit sujet, dehors, la ville reprit son souffle. Mais désormais, chaque pas que Dejo, Apolline, et la suite, accompliraient serait mesuré par cette présence. Les compromis à venir, les petites renonciations, les concessions qui sauvent et qui bâtissent, tous devraient s'accorder sur la fréquence de ce bouclier.
Apolline tourna une dernière fois les mots sous sa langue, comme un philologue qui adore une forme grammaticale rare. Le mot n'est pas dit, fit-elle. Il est exhibé. Il n'argumente pas, mais il ordonne. C'est une poésie administrative. Et je me demande si, dans ce silence qu'il impose, nous ne commencerons pas à parler autrement. Dejo, silencieux comme toujours, fit un pas en direction du matelas, posa un genou, puis l'autre. Sa position n'était ni de soumission ni de défi, elle était le test du monde. Il posa la main sur le tissu, sentit l'empreinte que chacun avait laissée, la sienne comprise, et dans ce contact il entendit presque la voix des choses. Le bouclier vibra encore, comme pour approuver et aussi pour établir la règle « on peut avancer », mais désormais on savait jusqu'où. Al-Kamil resta à l'écart. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Il avait posé une chose qui parlait pour lui. Le compromis, matérialisé ainsi, allait gouverner la suite. Il était une clé et une mesure, un arrêt et une porte. Les personnages se tinrent, chacun habité d'une sensation différente, devant la transparence qui scintillait d'un mot, assez, et la salle, avec son lit sujet, reprit doucement la respiration du monde. Les portes de l'éternelle Babylone. Dans la pièce où le bouclier gravé d'acier avait imposé une mesure silencieuse à leurs pensées, Dejo et Apolline sentirent une vibration subtile, comme si l'air lui-même les propulsait vers un horizon nouveau, tandis que la porte derrière eux se refermait sur Al-Kamil et son énigmatique don. Leur départ fut immédiat, un pas qui glissait d'une réalité contrainte à une autre, plus vaste et plus ancienne, les emmenant vers les abords de Babylone, où les vents chargés de poussière millénaire semblaient murmurer les noms des dieux. Dejo et Apolline atteignirent enfin Babylone, cette cité qui ne se contentait pas d'exister mais s'imposait comme un théâtre vivant, où chaque pierre et chaque ombre racontaient des récits tissés de mythes. Les murs, élevés depuis des millénaires, se dressaient devant eux comme des sentinelles usées par le temps, leur surface craquelait scintillant sous un soleil impitoyable qui transformait la poussière en un voile doré, presque magique, flottant dans l'air. Apolline avançait la première, sa silhouette fine et curieuse se découpant contre les immenses portes de la ville, celle-là même que les légendes disaient gardée par Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, dont l'essence imprégnait chaque souffle. Elle murmurait des phrases cryptiques, comme si elle dialoguait avec les vestiges. Voici le cœur du polythéisme mésopotamien, où Marduk tisse les lois du ciel et de la terre, et où Ninurta, maître de la fertilité, fait jaillir la vie d'une simple ombre. Sa voix, teintée d'une érudition poétique et d'un ton aventureux, transformait chaque observation en un poème vivant, évoquant des échos d'Aphrodite ou de Frigg, ces divinités qui, dans d'autres mondes, avaient dompté le charme pour en faire une arme ou un poison. Dejo, quant à lui, suivait avec une prudence instinctive, ses sens aiguisés par les épreuves passées, percevant le lieu non pas à travers des mots, mais par une série de sensations tangibles. Il sentait la chaleur du sol ancien sous ses pieds, une chaleur qui pulsait comme un battement cardiaque enfoui, et il humait l'odeur mêlée de terre fertile et de métal rouillé, vestige des guerres oubliées. La ville respirait autour d'eux, un souffle subtil et magique qui faisait vibrer les airs, comme si les dieux eux-mêmes observaient leur arrivée. Les portes de Babylone s'ouvrirent lentement, non par un mécanisme visible, mais par une force invisible, un glissement spectral qui évoquait un sortilège discret, rendant l'événement plus réel que n'importe quel artifice. Derrière ces portes, les rues s'étendaient en un labyrinthe vivant, où les ombres des temples de Marduk et des jardins d'Ishtar dansaient comme des esprits espiègles, transformant la pierre en chair palpitante. Apolline s'arrêta au seuil, sa main effleurant une colonne ornée de bas-reliefs usés, et elle laissa échapper un commentaire énigmatique. Babylone est un écho à l'amour sacré et à la beauté, un lieu où le charme devient loi, ou poison, selon la mesure que l'on impose. Ces mots, enveloppés d'une aventureuse curiosité, semblaient invoquer les forces latentes de la cité, faisant frémir l'air autour d'eux. Elle se tourna vers Dejo, ses yeux brillants d'une érudition qui transformait l'exploration en rituel, et ajouta, « Ici, tout est question de balance, comme ce bouclier que nous avons laissé derrière nous, les dieux ne donnent rien sans exiger une part de l'âme. » Dejo, silencieux comme à son habitude, ne répondit pas verbalement, mais son regard balaya les environs, absorbant les détails avec une intensité sensorielle. Il ressentait la présence des divinités dans le vent qui agitait les feuilles des palmiers, un murmure qui n'était pas tout à fait humain, et il percevait une tension subtile, comme si la ville testait leurs intentions, mesurant chaque pas à l'aune d'un compromis invisible. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans les rues, le réalisme magique de Babylone se révélait dans des détails fugaces, une statue de Ninurta qui semblait cligner des yeux sous la lumière changeante, ou un ruisseau qui coulait avec une fertilité surnaturelle, ses eaux miroitantes reflétant des visages qui n'étaient pas les leurs. Apolline, toujours prompte à déchiffrer ces énigmes,
poursuivit son monologue poétique. Ces murs ne parlent pas franchement, ils distillent des messages dans l'ombre, comme des hiéroglyphes vivants qui attendent d'être traduits. Elle s'agenouilla près d'une fontaine ornée de motifs anciens, touchant l'eau du bout des doigts, et murmura « L'amour et la guerre s'entremêlent ici, une danse éternelle où la fertilité naît de la loi, et où chaque voyageur laisse une empreinte indélébile. » Dejo, sentant le poids de ses paroles, posa une main sur le mur le plus proche, ressentant la texture rugueuse et l'énergie qui y vibrait, une force qui rappelait le bouclier d'Acé, comme si Babylone elle-même imposait une mesure à leur désir. Les bruits de la ville, un mélange de chants lointains et de murmures indistincts enveloppaient leurs pas, créant une atmosphère où le quotidien se fondait au mythique. Apolline riait doucement, son ton aventureux tintant ses observations d'une joie presque enfantine, tandis que Dejo, plus réservé, notait intérieurement les changements subtils, la façon dont la lumière du soleil semblait se plier au contour des temples, ou comment les ombres s'allongeaient de manière imprévisible, comme si les dieux jouaient avec le temps. Ils progressèrent ainsi, explorant les artères principales de Babylone, où les marchés bruissaient d'une vie atemporelle, avec des marchands au visage flou offrant des fruits d'une fertilité exagérée, et des artisans sculptant des idoles qui paraissaient respirer. Pourtant, une tension sous-jacente persistait, un rappel que cette ville, cœur du polythéisme, exigeait du respect et de la retenue. Dejo, en observant Apolline, sentit que leur arrivée n'était pas qu'une simple traversée, c'était une initiation, un pas mesuré par les forces qu'ils avaient déjà rencontrées. Apolline, captivée, leva les yeux vers les ziggourats lointaines. Ici, le charme est une loi vivante, un poison qui fortifie ou détruit, selon ce que l'on apporte. Dejo acquiesça d'un hochement de tête imperceptible, ses sens en alerte, prêt à affronter ce que Babylone révélerait ensuite. La cité, dans son immensité magique, les enveloppait, les invitant à plonger plus profondément dans ses mystères. L'esprit d'Athènes en attente. Après avoir été propulsés hors de la chambre par le bouclier Acé, Dejo et Apolline quittèrent Babylone dans un tourbillon invisible, emportant avec eux le poids des souvenirs mis à l'échelle et la tension des épreuves passées. La ville antique d'Athènes s'ouvrit devant eux comme un livre ancien, non pas la carte postale ensoleillée des touristes, mais un esprit vigilant posé sur son rocher, observant les vivants comme des ombres fugaces. Apolline gravit les marches escarpées la première, son pas assuré trahissant une excitation contenue, comme si la cité l'avait attendue depuis des siècles. Elle portait toujours cette aura érudite, ses pensées s'entremêlant en un flot poétique et cryptique, murmurant des comparaisons entre les dieux de Babylone et ceux d'ici, où Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, veillait en silence. Athènes est un temple de la pensée, où les décisions humaines dansent avec le désordre contrôlé, chuchota T.L., sa voix aventureuse résonnant comme un écho des vents chargés d'histoire. Autour d'eux, les ruines paraissaient vivantes, les colonnes du Parthénon scintillant sous une lumière diffuse qui semblait altérer les contours de la réalité, un voile magique effleurant les pierres pour les rendre plus que de simples vestiges. Dejo, toujours silencieux et ancré dans ses sensations, sentit la chaleur du sol inégal sous ses pieds, une chaleur qui pulsait comme un battement cardiaque ancien, mêlé à l'odeur de la terre sèche et du sel marin porté par le vent. Il n'avait pas encore rompu son mutisme depuis leur départ de Babylone, mais ses yeux scrutaient les environs avec une intensité sensorielle, percevant comment l'air lui-même semblait chargé d'une poussière invisible, des particules de débats oubliés, de vérités usées jusqu'à la corde, qui brûlaient légèrement la peau au contact. C'est comme si la ville nous testait, pensa-t-il intérieurement, rappelant le tiraillement qu'il avait ressenti près du bouclier Acé, cette force qui imposait une mesure à leurs intentions. Les rues animées, bordées de marchands et de philosophes fantomatiques, se déployaient en un labyrinthe où les statues d'Athéna paraissaient cligner des yeux, un clin d'œil subtil au réalisme magique qui imprégnait l'endroit. Comme il progressait vers l'acropole, Apolline s'arrêta un instant, sa main effleurant une colonne couverte de lierre, et elle prononça d'une voix cryptique, « Ici, la transgression est un art pur, un écho aux forces illégales comme Loki ou Seth, où Eris sème le chaos pour mieux forger la justice. » Ces mots, tissés d'une poésie aventureuse, évoquaient les mythes qu'elle chérissait, comparant Athènes à un miroir déformant, similaire à celui du bouclier qu'ils avaient laissé derrière eux. Elle sentait que cette ville, avec ses ziggourats d'idées et ses temples de décision, exigeait une concession subtile, un respect pour les lois invisibles qui gouvernaient les esprits. Dejo, observant son profil illuminé par la lumière déclinante, ressentit une connexion profonde avec cette nouvelle épreuve. Le vent, qui n'avait pas la même couleur qu'ailleurs, transportait des murmures de questions non résolues, peut-être un écho des souvenirs mis à l'échelle par Acé, forçant une introspection qu'il n'avait pas anticipée. Ils s'enfoncèrent plus avant dans les ruelles, où les marchés bruissaient d'une vie hybride, des vendeurs criaient leurs offres, mais leurs voix se mêlaient à des échos surnaturels, comme si les ombres des anciens orateurs se joignaient à la foule.
Apolline, toujours en quête de sens, murmura « Nous sommes les manuscrits vivants, réécrits par chaque pas dans ces rues. » Déjo, sentant la résistance mentale qu'avait imposée le bouclier, se demanda silencieusement si Alcamil avait prévu cela ou une chaîne de villes qui testait leurs limites, forçant des choix entre ce qu'on défend et ce qu'on abandonne. Le soleil couchant teintait tout d'une teinte dorée irréelle, faisant danser des reflets sur les eaux d'un ruisseau proche, qui miroitaient comme des visages d'un passé alternatif. Athènes, dans son essence magique, posa sa question inéluctable, « Qu'es-tu prêt à défendre ?» Apolline, avec son ton aventureux, la formula à voix haute comme une incantation, dans ce désordre contrôlé, où la sagesse affronte la guerre, nous devons peser nos âmes sur la balance des dieux. Déjo, bien qu'il n'ait pas parlé, sentit le poids de cette interrogation s'infiltrer en lui, un tiraillement similaire à celui du bouclier, rappelant qu'il n'avait pas encore échappé à la mesure imposée. Les portes de la cité semblaient se refermer symboliquement derrière eux, non pas comme une fin, mais comme un seuil vers de nouvelles confrontations, où les épreuves de Babylone se réverbéraient en échos plus profonds. Tandis que la nuit tombait, enveloppant Athènes d'un voile mystique, Déjo et Apolline s'arrêtèrent au pied d'une statue d'Athéna, ses yeux de marbre paraissant suivre leurs mouvements. Apolline, avec un sourire cryptique, ajouta « La ville nous offre un miroir, mais attention, il corrige plus qu'il ne reflète. » Déjo hocha la tête intérieurement, conscient que cette question « Qu'es-tu prêt à défendre ?» n'était pas seulement un défi, mais une extension des forces qu'ils avaient affrontées, liant les fils de leur voyage dans un tissu plus complexe. L'air vibrait encore de possibilités, laissant la cité comme un gardien silencieux, attendant leur réponse. Accord. Après avoir quitté les ruines enchantées d'Athènes, où les échos des débats antiques avaient mis à l'épreuve leur résolution, Déjo et Apolline se retrouvèrent propulsés dans une lumière altérée, comme si le monde avait subi une subtile torsion. Déjo sentit d'abord le changement dans l'air, une fraîcheur inattendue qui contrastait avec la chaleur poussiéreuse d'Athènes, tandis qu'ils émergeaient dans la chambre où ils avaient laissé le bouclier. La pièce, autrefois baignée d'une lueur diffuse filtrée par la lucarne, semblait maintenant imprégnée d'une clarté diffuse et dorée, comme si le soleil lui-même avait décidé de se fondre dans les ombres. Apolline, marchant à ses côtés avec son pas mesuré et aventureux, murmura des mots critiques qui flottaient dans l'espace, « La lumière n'est pas un simple voile, elle est le souffle des vérités enfouies, réécrivant les contours de notre périple. » Déjo, fidèle à son silence introspectif, effleura la poussière accumulée sur ses vêtements, percevant une vibration résiduelle, un écho du bouclier assez qui les avait jadis expulsés vers ces cités mythiques. Il savait, au fond de lui, que chaque retour n'était pas une simple boucle, mais une spirale qui enroulait les fils de leurs souvenirs, les rendant plus pesants, plus tangibles. Ils s'approchèrent du mur où le bouclier avait été posé, et là, sous la lucarne qui jetait des rayons obliques, l'objet les attendait. La surface translucide, autrefois gravée du mot passé en lettres d'argent, n'affichait plus ce rappel austère de limite, à la place, des lettres dorées s'étalaient avec une profondeur presque vivante, comme si elles avaient été fondues dans le métal par une force intérieure. Accord brillait d'un éclat doux mais impérieux, respirant une chaleur qui pulsait au rythme des battements cardiaques de Déjo. Il s'arrêta net, les sens en alerte, sentant une traction familière dans sa poitrine, semblable à celle qu'il avait éprouvée face au lit sujet. Ce n'était plus un simple objet, il révélait en eux une vérité brute, un miroir qui ne se contentait pas de réfléchir, mais qui forçait l'âme à confronter ses propres concessions. Déjo n'osa pas parler, se contentant de laisser ses doigts planer au-dessus de la surface, où une légère résistance, comme un champ magnétique, lui rappelait les épreuves d'Athènes. Cette question lancinante, « Qu'es-tu prêt à défendre ?», qui maintenant résonnait avec une urgence renouvelée. Apolline, en revanche, s'avança avec une curiosité poétique et académique, ses yeux brillants d'un mélange d'émerveillement et d'analyse. Elle effleura le bouclier du bout des doigts, et une chaleur réconfortante lui répondit, comme si l'objet reconnaissait en elle une alliée dans ce jeu de transformation. « Ce n'est pas une protection, mais une métamorphose, » murmura-t-elle d'une voix cryptique et aventureuse, évoquant les mythes qu'ils avaient traversés ou les statues clignantes de Babylone, les reflets miroitants d'Athènes. L'accord n'est pas un mot figé, c'est un pacte vivant, tissé des fils de Marduk et d'Athéna, où chaque lettre grave dans le métal les compromis que nous ignorions porter. Sa main glissa le long de la surface, traçant les contours des lettres dorées, et elle sentit une énergie subtile se diffuser, comme si le bouclier absorbait leurs expériences passées pour les reformuler. Apolline, toujours la philologue poète, voyait dans cette évolution une continuation du voile magique qui avait altéré les cités, Babylone testant leurs intentions, Athènes pesant leurs âmes, et maintenant cet objet qui exigeait un alignement plus profond.
Nous sommes les manuscrits de nos propres récits, ajouta-t-elle, sa voix aventureuse teintée d'un mystère qui enveloppait Dejo, l'invitant à plonger dans ses eaux intellectuelles. Autour d'eux, la chambre elle-même semblait réagir à cette révélation. La poussière, autrefois dispersée et inerte, s'organisait en motifs délicats, formant des spirales qui évoquaient les ziggourats lointaines ou les colonnes de l'acropole. Dejo perçut une odeur familière, un mélange de terre sèche et de métal chaud, qui le ramenait aux sensations de leur voyage, la chaleur du sol à Babylone, le sel brûlant d'Athènes. Il comprenait intuitivement que le bouclier n'était pas seulement un artefact, c'était un gardien des trades ouverts de leur périple, un rappel des limites géographiques et mentales imposées par Assé. Pourquoi Al-Kamil l'avait-il laissé là? Était-ce une chaîne de tests planifiée, où chaque mot gravé forçait une introspection plus profonde? Dejo sentit le poids des souvenirs mis à l'échelle, la lettre non envoyée, le parfum de l'enfance d'Apolline se mêlait à cette nouvelle inscription, comme si Baacor les obligeait à réconcilier leurs choix passés avec les épreuves à venir. Puis, une présence les enveloppa, subtile mais indéniable. Ils n'étaient pas seuls. Une silhouette émergea des ombres, avançant avec une calme éternelle, comme si les siècles glissaient sur ses épaules sans laisser de traces. Dejo se raidit, ses sens aiguisés captant le bruissement d'un tissu ancien et l'odeur d'épices oubliées, tandis qu'Apolline, les yeux écarquillés, murmura, une ombre des âges, venue sceller ce qui a été révélé. La figure s'approcha du bouclier, et l'air vibra d'une énergie qui promettait des réponses, mais aussi de nouveaux défis. Dejo et Apolline restèrent immobiles, face à cette incarnation du mystère, sentant que l'accord gravé n'était que le début d'une danse plus complexe, où leur défense intérieure serait à nouveau testée. La lumière, toujours changeante, jetait des reflets dorés sur la silhouette, laissant planer une tension qui enveloppait la chambre comme un voile invisible. Rome, le verdict des dieux éternels. Après avoir été propulsés hors de la chambre où le bouclier avait transformé son inscription en accord, Dejo et Apolline se retrouvèrent une fois de plus emportés par une vibration subtile, cette fois vers une cité ancienne qui pulsait d'une énergie impériale et divine. Dejo et Apolline émergèrent dans un paysage aride et majestueux, au cœur d'un plateau désertique percé de puits de lumière qui semblaient aspirer les rayons du soleil comme des veines vivantes. Ce n'était pas la Rome des cartes postales ni des foules touristiques, mais une version altérée, où les dieux régnaient en maîtres invisibles, Jupiter tonnait dans le lointain comme un orage contenu, Mars imprégnait l'air d'une tension guerrière, et Vénus murmurait des promesses d'amour entrelacées à la loi impériale. Les carrefours des trois routes s'étendaient devant eux, un réseau de chemins pavés qui convergeait vers un panthéon spectral, des temples aux colonnes massives où les statues de marbre paraissaient respirer, leurs yeux gravés suivant chaque mouvement des intrus avec une vigilance impitoyable. La cité de la loi divine et de la sagesse supérieure se dressait comme un juge éternel, ses ziggourats et forums enveloppés d'une brume magique qui organisait la poussière en motif de lois oubliées, tandis que les puits de lumière projetaient des reflets dorés, évoquant les échos des orateurs d'Athènes mais avec une sévérité accrue. Apolline, toujours animée par son esprit aventureux, releva la tête et inspira profondément, ses yeux s'illuminant devant cette géographie sacrée. Ah, Rome, la cité qui tisse les fils de l'Empire mondial dans le tissu des âmes, murmura-t-elle d'une voix cryptique, comme si elle déchiffrait un manuscrit vivant. Ici, l'amour de Vénus se fond à la guerre de Mars pour forger une loi qui ne pardonne pas, un carrefour où chaque pas est un pacte avec les dieux. Elle avançait avec une curiosité poétique, effleurant les pierres chaudes qui murmuraient des fragments d'histoires impériales, des échos de conquête et de trahison qui se mêlaient aux souvenirs mis à l'échelle par le bouclier Baacor. Pour elle, ce lieu n'était pas seulement une destination, mais un chapitre supplémentaire dans leur périple, un test qui redéfinissait les compromis qu'ils avaient traversés à Babylone et Athènes, liant directement cette vibration à la silhouette ancienne qui avait émergé dans la chambre. Dejo, en revanche, ressentit immédiatement le poids oppressant de la ville, un tiraillement intérieur qui rappelait la résistance du bouclier. Il fit un pas en arrière, son esprit businesslike l'incitant à évaluer les risques avec une précision méthodique, tout en maintenant un ton hopeful qui masquait son malaise. Nous devons choisir ce que nous défendons ici, comme à Athènes, dit-il d'une voix ferme et optimiste, cette Rome n'est pas un refuge, c'est un tribunal qui pèse nos secrets mais si nous naviguons avec mesure, elle pourrait nous offrir les réponses que nous cherchons sur Alakim et ses liens. Il observait les puits de lumière, qui semblaient scanner leurs intentions, projetant des images corrigées de leur passé, une lettre non envoyée de Dejo flottait un instant dans l'air, reformulée en un fil doré, tandis que l'odeur d'épices de Babylone se mêlait à l'atmosphère, renforçant l'effet durable de l'accord sur leurs souvenirs. Dejo se rappelait l'attraction familière du bouclier, et il se demanda si Al-Kamil avait orchestré ses déplacements, peut-être en tant que gardien invisible,
reliant cette cité au mystère de la silhouette qui avait promis des défis. Comme ils s'enfonçaient plus profondément dans les carrefours, la ville les jaugeait avec une intensité croissante. Les statues de Jupiter et Mars paraissaient cligner des yeux, imposant une résistance subtile aux pensées, similaire à celle du bouclier, forçant Déjo et Apolline à confronter leurs motivations. Apolline, avec son style cryptique, interprétait ces manifestations comme des échos impériaux d'un accord cosmique, évoquant comment les exigences morales d'Athènes qu'es-tu prêt à défendre se transformaient ici en un verdict divin, où chaque ombre cachée pouvait être exposée. Elle toucha une colonne qui vibrait doucement, sentant le lien avec Alakim, ce sage énigmatique, comme si la cité elle-même était une extension de la silhouette ancienne, prête à révéler des fragments de vérité. Déjo, ne voulant pas se laisser submerger, proposa un plan hopeful: si nous identifions le cœur de cette loi, nous pourrons l'utiliser pour comprendre la mécanique de nos voyages. Ensemble, ils avancèrent vers un forum illuminé, où les reflets des puits dansaient comme des juges silencieux, mais la tension montait, promettant de nouveaux défis sans résolution immédiate. L'arôme magique les enveloppait, un mélange de réalité et d'enchantement qui liait leurs expériences passées à cet instant critique. Carthage, l'acte de volonté. Après avoir affronté les jugements impériaux de Rome magique, où les statues de Jupiter et de Mars pesaient sur leurs secrets comme un tribunal invisible, Déjo et Apolline furent une fois de plus emportés par une vibration familière, les propulsant vers une nouvelle épreuve. Là, dans l'ombre des ruines embrasées, ils émergèrent sur les ponts du corridor, un carrefour spectral où trois continents mythiques, l'Afrique, Europe et un royaume oublié des vents se touchaient dans un entrelac de pierres brisées et de brumes éternelles. Déjo atterrit d'abord, ses bottes crissant sur les dalles craquelées, et il prit un instant pour s'ancrer dans ce lieu. L'air portait une charge palpable, un mélange d'odeurs salines venues de la mer proche et d'épices brûlées, comme si la ville elle-même respirait encore. Il se tenait là, les épaules tendues, son esprit pragmatique cherchant déjà à décrypter les contours de cette Carthage altérée. Un carrefour spirituel, comme un marché d'âmes, murmura-t-il pour lui-même, sa voix empreinte d'un espoir tenace, celle d'un homme habitué à négocier les incertitudes. Il sentait l'attraction subtile du bouclier accord dans sa poitrine, ce fil doré reformulé à partir de sa lettre non envoyée, comme un rappel que chaque voyage resserrait les liens de leur compromis passé. Les ponts du corridor s'étendaient devant eux, des arches massives reliant des îles de rochers érodés, où les eaux tumultueuses en contrebas murmuraient des échos de Tani et de Balamon, divinités jumelles de l'amour, de la fertilité, du pouvoir et de la guerre. Apolline, quant à elle, s'avança avec une curiosité aventureuse, ses yeux scrutant les vestiges comme un manuscrit vivant. « Carthage n'est pas une ruine ordinaire, dit-elle d'une voix cryptique, tissée de poésie et d'érudition, comme si elle lisait les lignes invisibles gravées dans la pierre. » Elle effleura une colonne fracturée, sentant vibrer en elle la dualité morale de la ville où ce sacrifice éternel entre la création et la destruction, l'amour qui naît de la guerre. Le vent se leva alors, pas un souffle anodin mais une force chargée des voies d'avant, qui avait érigé ses ponts comme un axe entre tous les royaumes. Il fouettait ses cheveux en tourbillon, portant des murmures de fertilité et de pouvoir, des promesses de Tani sous forme de caresses sensuelles et les grondements guerriers de Balamon qui faisaient trembler les fondations. Au milieu de ce chaos naissant, une présence s'avança entre les pierres éclatées, Alcamil, toujours là, sa silhouette calme et droite, comme si Carthage lui appartenait. Il se tenait immobile, les yeux fixés sur Déjo et Apolline, observant la ville comme si elle lui murmurait des secrets intimes. Carthage n'enseigne pas la destruction, dit-il d'une voix mesurée, englobant le vent et la lumière tranchante qui inondait les ruines d'une vérité impitoyable, pas agressive mais inexorable. Elle enseigne ce qu'on reconstruit après. Ses paroles planaient dans l'air, évoquant les épreuves précédentes au Babylone et ses tests, Athènes et ses questions morales, Rome et son tribunal impérial comme des fils tissés par le bouclier d'accord. Déjo sentit une résistance familière monter en lui, cette même traction qui avait reformulé ses souvenirs, et il sonda le regard d'Alcamil, cherchant des réponses sur la mécanique de ses déplacements. Était-ce le sage qui orchestrait tout, reliant Alakim et la silhouette ancienne à ses voyages? Apolline fut la première à s'approcher, son pas aventureux la portant vers le cœur des ruines. Elle sentit la mémoire du lieu s'infiltrer en elle, non comme un poids oppressant, mais comme un souffle ancien remontant du sol, un souffle qui parlait de fertilité dans les sacrifices et de pouvoir dans la résilience. « Ceci n'est pas une ville, murmura-t-elle, sa voix cryptique enveloppant les mots d'une poésie énigmatique, c'est un acte de volonté, un pont entre les royaumes où Tani et Balamon dansent dans l'équilibre précaire de l'amour et de la guerre. » Elle posa une main sur une pierre chaude, imaginant les rituels d'antan,
ces offrandes qui liaient les mortels au divin, et elle perçut un écho du bouclier au ce gardien qui absorbait leurs expériences pour les reformuler. Dejo, observant depuis l'arrière, adopta une posture businesslike, son ton hopeful perçant dans ses réflexions. Si Carthage est un acte de volonté, alors nous devons en extraire la leçon, dit-il, s'adressant autant à Apolline qu'à Alcamille. Ces ponts, ces voies où ils nous forcent à reconstruire nos propres accords, à défendre ce qui mérite d'être préservé. Le vent s'intensifia, charriant des fragments de lumière qui dansaient sur les arches comme des reflets de pluie solaire, rappelant ceux de Rome. Dejo avança enfin, son esprit pragmatique analysant les carrefours du corridor comme un réseau de routes impitoyables, où chaque pas pesait les motivations. Il remarqua comment la dualité de Carthage, amour et guerre entrelacées, faisait écho aux questions morales d'Athènes, forçant une confrontation avec leurs souvenirs reformulés. Alcamille resta silencieux, son regard inscrutable, mais Dejo sentit que la silhouette ancienne planait quelque part dans l'ombre, attendant son moment. Apolline, inspirée, se tourna vers les ruines, murmurant des incantations poétiques sur la fertilité des âmes brisées, tandis que le vent emportait leurs paroles vers les horizons mythiques. Dans cette cité du passage, les tensions s'accumulaient, les divinités invisibles de Tani et Balamon imprégnant l'air d'une promesse de reconstruction. Dejo et Apolline, unis par leur périple, commencèrent à explorer les ponts, sentant que chaque pierre vibrante contenait un fragment de la mécanique des voyages, un lien vers le bouclier et les énigmes non résolues. La lumière tranchante révélait des motifs dans la poussière, des spirales évoquant des ziggourats et des colonnes, liant Carthage aux épreuves passées dans un tissu invisible de compromis. Pourtant, au loin, un grondement sourd, peut-être Balamon lui-même, rappelait que la volonté seule ne suffisait pas, il fallait choisir ce qu'on défendait, au risque de tout sacrifier. Accès. Après avoir traversé les échos spectrales des ponts du corridor et les ruines enflammées de Carthage, où les leçons de reconstruction murmuraient dans le vent, Dejo et Apolline se retrouvèrent propulsés de retour dans la chambre, leur esprit encore imprégné des dualités morales et des motifs de poussière qui les avaient testés. Dejo sentit le sol familier sous ses pieds, mais tout semblait différent, comme si la chambre elle-même avait respiré en leur absence. Il observa Apolline du coin de l'œil, elle se tenait droite, ses épaules légèrement voûtées par un poids invisible, et il sut qu'elle aussi avait changé, même si ni l'un ni l'autre n'osait le formuler à voix haute. La pièce, avec son lit sujet au centre, paraissait plus étroite, plus chargée d'une énergie résiduelle qui faisait vibrer l'air. Dejo, toujours pragmatique, passa une main sur son visage, chassant la fatigue des voyages successifs, tout en s'efforçant de maintenir un ton empreint d'espoir. Nous devons analyser cela méthodiquement, murmura-t-il pour lui-même, sa voix businesslike tranchant dans le silence, ces déplacements ne sont pas aléatoires, ils construisent quelque chose. Apolline, en revanche, s'avança vers le bouclier avec une curiosité aventureuse, ses yeux scrutant les contours translucides comme s'il s'agissait d'un ancien manuscrit vivant. Les mots évoluent comme les rivières, fluides et imprévisibles, dit-elle d'un ton cryptique, sa voix poétique évoquant les ziggourats de Babylone et les colonnes vibrantes de Rome. Elle effleura la surface polie, et un frisson la parcourut, le bouclier, qui avait porté accord en lettres dorées, s'était transformé une fois de plus. À la place, un nouveau mot s'étalait désormais, accès, gravé en lettres de rubis rouge qui pulsaient avec une vie propre, comme si le rouge était le sang d'une entité cachée. Ce n'était pas une simple inscription, elle respirait, s'intensifiait au rythme des battements de cœur de Dejo, et irradiait une chaleur subtile qui faisait danser des ombres sur les murs. Dejo s'approcha, son esprit analytique en alerte. Il tendit la main vers les lettres, ressentant une traction familière, similaire à celle qui avait reformulé ses souvenirs en fils doré. C'est plus qu'une évolution, dit-il d'un ton hopeful, cherchant à transformer cette découverte en opportunité, si accord liait nos souvenirs, accès pourrait être la clé pour avancer. Mais à quoi exactement? Une porte, un chemin. Il se rappelait la lettre non envoyée, désormais un fil doré dans son esprit, et se demanda si ce nouveau mot allait l'étirer davantage, l'obliger à confronter ce qu'il avait fui. Apolline, captivée, murmura, le rubis n'est pas un ornement futile, il est le feu sous la cendre, l'accès non à un lieu, mais à l'essence même des ombres que nous portons. Sa description académique et poétique tissait des liens entre les cités visitées ou les statues respirantes de Rome, les ruines embrasées de Carthage, comme si le bouclier était un narrateur spectral de leur périple. Elle se tourna vers Dejo, son regard aventureux scintillant. Pense au pont du corridor, où les vents murmuraient des rituels oubliés. Accès pourrait être l'écho de Tani et Balamon, une invitation à embrasser la dualité plutôt qu'à la craindre. Soudain,
Alcamil émergea des ombres de la chambre, sa silhouette silencieuse et imposante, comme s'il avait toujours été là, témoin invisible de leurs épreuves. Il s'approcha du bouclier, ses yeux reflétant la lueur rubis. Le mot accès n'est pas une permission pour entrer dans un monde extérieur, expliqua-t-il d'une voix calme et profonde, il signifie l'acceptation. Acceptation de ce qui réside en vous, de ce chemin qui vous attend, de ce que vous fuyez encore. Ces paroles planaient dans l'air, imprégnées d'une sagesse qui rappelait les enseignements de Carthage, tant que vous refuserez ce qui vous attend, le mot reviendra. Accès. Acceptation. C'est le début du vrai chemin. Dejo, confronté à ces mots, sentit une vague d'espoir mêlée à une tension intérieure. Il avait toujours été réservé, préférant les faits aux abstractions, mais cette fois, il ne pouvait ignorer l'attraction qui tirait sur ses souvenirs. Si c'est une question d'acceptation, alors nous devons l'aborder comme un accord révisé, dit-il, son style businesslike masquant une vulnérabilité naissante. Quelles sont les implications pratiques? Comment transformons-nous cela en action? Apolline, pensive, toucha à nouveau le bouclier, sentant sa chaleur se propager dans ses veines. Les lettres ne sont pas figées, elles sont comme les motifs de poussière qui nous ont guidés, des fils reliant Babylone à Rome, et maintenant à nous-mêmes, répondit-elle cryptiquement, son ton aventureux invitant à l'exploration intérieure. Peut-être que Accès nous force à lire notre propre manuscrit, à accepter les secrets que les cités ont révélés. Alcamil hocha la tête, sa présence renforçant l'atmosphère magique de la pièce. Carthage enseignait la reconstruction, mais ici, c'est l'acceptation qui pave la voie. Regardez le rubis pulser, il est le miroir de vos refus, un rappel que sans embrasser l'intérieur, les voyages ne feront que tourner en boucle. Dejo et Apolline se regardèrent, un silence chargé s'installant entre eux. Le bouclier continuait de respirer, son rouge vif évoquant les puits de lumière de Rome et les ruines spectrales des ponts du corridor, promettant de nouveaux défis sans pour autant les révéler. Dans cette chambre qui oscillait entre réalité et magie, Dejo sentit une étincelle d'espoir grandir, tandis qu'Apolline, avec son esprit poétique, entrevoyait les contours d'un chemin intérieur encore voilé. Le mot accès persistait, un gardien subtil, attendant qu'ils franchissent le seuil de leur propre acceptation. L'ouverture des possibles. Dejo et Apolline, encore imprégnés de la chaleur rubis du bouclier d'Axel qui les avait propulsés hors de la chambre, atterrirent dans une ville où les rues pavées et les lumières chatoyantes de Paris ancienne, Lutèce, se fondaient en un tableau vivant. Après avoir navigué à travers les épreuves de Babylone, Athènes, Rome et Carthage, où chaque cité avait sondé leurs âmes et reformulé leurs souvenirs en fils dorés, ils se retrouvèrent dans cette métropole qui ne les confrontait pas, mais les enveloppait d'une promesse douce et silencieuse. Les avenues bordées de platanes, les rives de la Seine miroitant sous un ciel voilé de magie subtile, offraient un contraste apaisant aux ruines embrasées et aux tribunaux invisibles des voyages précédents. Ici, Lutèce ne dressait pas de barrières, mais déployait un éventail de possibles, comme si la ville elle-même était un manuscrit ouvert, invitant Dejo et Apolline à explorer ce qu'ils pourraient devenir en lâchant enfin la résistance. Dejo, les pieds fermement ancrés sur les pavés irréguliers, sentit une traction familière au niveau de sa poitrine, là où le bouclier avait lié son pouls à ses inscriptions changeantes. Il observa les lumières des lanternes qui dansaient le long des quais, projetant des ombres mouvantes sur les façades des bâtiments haussmanniens altérés par une brume magique imperceptible. « C'est différent cette fois », murmura-t-il d'un ton pragmatique, teinté d'un espoir naissant, comme s'il évaluait un contrat prometteur. Pas de test, pas de questions morales, juste une ouverture. Comme si Lutèce nous offrait un plan d'action clair, sans les complications des autres lieux. Il effleura l'air près de sa poche, où le fil doré de la lettre non envoyée pulsait faiblement, réchauffé par le rubis des accès. Cette transformation, qu'il avait analysée méthodiquement depuis Rome, semblait enfin prendre une forme pratique, accepter ce fil comme une clé, non plus un fardeau, pour avancer. Les motifs de poussière qui les avaient suivis des ruines de Carthage tourbillonnaient maintenant en spirale légère autour de ses bottes, formant des motifs évoquant des ponts de lumière, un écho au carrefour spirituel qu'ils avaient traversé. Apolline, en revanche, s'imprégna de l'atmosphère avec une curiosité poétique, ses yeux scrutant les arches de pierre et les jardins secrets comme s'ils étaient des pages d'un ancien grimoire vivant. Lutèce, ville des amours et des lumières, n'est pas une épreuve, mais un épanouissement, dit-elle d'une voix cryptique, vibrante d'un ton aventureux qui masquait à peine son émerveillement. Elle nous murmure les possibles, comme un fleuve qui creuse son lit sans forcer les berges. Voyez ces statues le long des boulevards, figées dans leur grâce, pourtant respirant d'une magie subtile où elles ne jugent pas, elles révèlent ce que nous portons en nous,
les dualités de Tani et Balamon réconciliées en une harmonie fertile. Elle effleura une colonne ornée de lierre, sentant une vibration qui rappelait les colonnes vibrantes de Rome, mais ici, elle n'imposait aucune pression, au contraire, elle libérait un flux d'images corrigées, des visions de Dejo et d'elle-même dans des versions alternatives, plus légères, plus alignées. Apolline percevait que Accès n'était pas seulement une inscription, mais une invitation à déchiffrer leur manuscrit intérieur, reliant les leçons des cités passées à cette ouverture finale. Le vent portait des échos de rire et de musique, des rituels parisiens imprégnés de magie réaliste, où les cafés bruissaient de conversations qui semblaient anticiper leurs pensées. Comme ils déambulaient le long d'une rue étroite menant à la cathédrale, le bouclier, qu'ils avaient laissé dans la chambre, pulsa faiblement dans leur esprit, une présence spectrale reconnaissant en Lutèce une promesse silencieuse. Dejo sentit une chaleur irradiant de son fil doré, comme si Accès reformatait ce souvenir en une force propulsive, transformant la lettre non envoyée en un pont vers l'action. Si nous acceptons cela, dit-il, son ton businesslike se teintant d'un espoir croissant, peut-être que cela résout la mécanique de nos voyages non plus des propulsions forcées, mais des passages volontaires. Apolline, captivée par une fontaine dont les eaux scintillaient d'une lueur magique, répondit, les motifs de poussière et les pluies de lumière ne sont que des reflets de notre acceptation, des échos des divinités que nous avons affrontées. Ici, à Lutèce, ils s'harmonisent en une ouverture qui nous montre notre vrai potentiel. Soudain, une silhouette émergea des ombres d'un arc de triomphe, familière et imposante, Al-Kamil, sa présence aussi inattendue que discrète, comme s'il avait toujours été là, attendant ce moment. Il ne porta pas de jugement ni n'imposa de direction, se contentant de les observer avec un calme profond. « Lutèce ne vous teste pas, dit-il simplement, sa voix résonnant comme un écho des vents de Carthage. Elle vous ouvre. À vous d'accepter l'accès. » Dejo et Apolline restèrent immobiles, le fil doré de Dejo vibrant plus intensément, tandis qu'Apolline sentait une ouverture intérieure se déployer, reliant les traits ouverts de leur voyage la silhouette ancienne, peut-être indistincte d'Al-Kamil, et les implications de Accès en une promesse de transformation. La ville pulsait autour d'eux, un dernier chapitre d'acceptation avant que le chemin ne s'éclaircisse. Continue. Dejo et Apolline revinrent dans la chambre, encore imprégnés des échos des cités traversées, où chaque pierre et chaque ombre avaient testé leur essence profonde, le bouclier, gardien de leurs épreuves, attendait patiemment son ultime révélation. La pièce se déployait comme un écho familier, les murs tapissés de la même lumière tamisée qui filtrait à travers des volets invisibles, la poussière dansant sur les meubles dans un balai paresseux, mais l'atmosphère portait un poids nouveau, chargé des murmures de Babylone, des questions morales d'Athènes, des jugements de Rome et de la résilience de Carthage, comme si l'air lui-même retenait le souffle des mondes qu'ils avaient effleurés. Dejo, le cœur battant au rythme d'une traction familière, s'avança le premier, ses yeux scrutant le bouclier posé au centre, cet objet qui avait évolué de Accès à Accor, puis à Accès, et qui maintenant arborait un mot final gravé en lettres de saphir bleu ciel, d'une transparence presque sacrée. Continue, lut-il en silence, les syllabes s'imprégnant en lui comme une invitation inéluctable, et il sentit le fil doré de sa lettre non envoyée pulser plus fort dans sa poitrine, réchauffé par cette dernière transformation, comme si le bouclier avait enfin distillé l'essence de leur voyage en une directive simple, pragmatique. Apolline, sa compagne au sens aiguisé, effleura l'air près du bouclier, ses doigts traçant des motifs invisibles qui évoquaient les ponts de lumière de Lutèce. Le mot flotte comme un pont entre les ombres et la clarté, murmura-t-elle d'une voix cryptique, teintée d'un ton aventureux qui trahissait son excitation face à cette révélation, comme si les cités qu'ils avaient arpentées n'étaient que des chapitres d'un manuscrit vivant, et que continue en était la page suivante, prometteuse et énigmatique. Elle observa Dejo, notant la façon dont il se tenait, épaules carrées, prêt à analyser cette évolution avec son style affairé habituel, et elle sourit intérieurement, se rappelant comment les dualités des divinités Otani et Balamon, Jupiter et Mars s'étaient réconciliées en eux, transformant leurs souvenirs en force propulsive. Dejo s'approcha davantage, son souffle régulier malgré le tourbillon d'émotions. C'était ça. Depuis le début, murmura-t-il, sa voix d'un ton espéré, presque businesslike, comme s'il passait en revue un contrat enfin clair. Il effleura les lettres saphir, sentant une vibration subtile qui se propageait dans son être, liant le pouls du bouclier à celui de son propre cœur. Ce mot, continu, n'était pas une imposition, c'était une évidence, une extension naturelle de leur chemin, reformant le fil doré de sa lettre en une clé tangible, prête à déverrouiller des actions concrètes. Il se rappela les enseignements d'Al-Kamil, cette silhouette ancienne désormais révélée, qui avait parlé d'acceptation comme d'un accès,
et il comprit que ce moment marquait le passage d'une propulsion forcée à un choix volontaire, une mécanique des voyages qui s'affinait dans leur esprit. Apolline, captivée, laissa son regard vagabonder sur la poussière qui s'organisait en spirale légère, évoquant les motifs des ziggourats et des colonnes vibrantes qu'ils avaient côtoyées. Comme si les échos des cités se fondaient en nous, réécrivant notre histoire en un flux incessant, dit-elle, son style cryptique tissant des liens poétiques entre le saphir et les rives miroitantes de la Seine à Lutèce. Elle sentait l'énergie résiduelle de la pièce, une chaleur rubis mêlée à une fraîcheur bleutée, comme si le bouclier avait toujours été un miroir de leur évolution intérieure, maintenant dissous pour les libérer. Ce n'est pas une fin, mais un seuil, ajouta-t-elle avec un ton aventureux, invitant Dejo à envisager les possibilités qui s'ouvraient, les visions alternatives que les statues de Ninurta ou de Vénus avaient insinuées. Le bouclier, immobile un instant plus tôt, se mit à pulser doucement, ses lettres saphir s'estompant dans la lumière comme des reflets sur l'eau. Dejo observa le phénomène avec une précision méthodique, notant comment l'objet se dissolvait non pas en poussière, mais en une essence qui pénétrait leur peau, leur souffle, leur chemin, renforçant le lien entre leurs souvenirs transformés et les défis à venir. Nous ne sommes plus propulsés, nous continuons, dit-il, sa voix hopeful gagnant en assurance, comme un homme d'affaires concluant une affaire prometteuse. Apolline acquiesça, son sourire doux et rare illuminant son visage, ce geste qu'elle réservait au moment où le destin se révélait sans artifice. La chambre, enfin, respira à nouveau, l'air s'allégeant tandis que le bouclier disparaissait complètement, ne laissant derrière lui qu'une direction implicite. Pas une obligation, mais une évidence, un fil doré tendu vers l'inconnu, où les enseignements d'Alcamil et les mystères d'Alakim attendaient d'être explorés. Dejo et Apolline se tinrent là, unis dans cette acceptation, prêts à embrasser ce qui venait ensuite.